Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. D'abord, je vous rappelle que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 13 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, que vous pouvez vous inscrire sur notre site. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, c'est ce que, en tout cas, beaucoup d'entre vous ont déjà fait. Je vous rappelle aussi, mais vous le savez, que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Il est consacré cette semaine à Jacques Chirac. Si Régis Debray voit en lui le dernier tiers-mondiste du monde occidental, et si Michel Cotta célèbre l'animal politique unique, Vincent Martini soutient que la modernité incarnée par Jacques Chirac fut celle d'une politique créatrice de récits indépendants de la réalité. Un nouveau monde dans lequel la parole politique est devenue porteuse d'une réalité magique qui n'existe que dans son énonciation et dont les retombées sont minces pour les citoyens. Un monde où ce que les dirigeants sont est plus important que ce qu'ils font, un monde où la politique est devenue une réalité parallèle, nourrissant la distance et les critiques à l'égard de la démocratie. Il n'est dès lors pas étonnant dans cet univers dominé par l'émotion et les personnages au détriment des idées et des actions que l'on s'attache aujourd'hui à célébrer le destin extraordinaire d'un homme plutôt qu'à vanter son bilan. Fin de citation. Nous vivons de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité et qui accompagnent très souvent leur soutien d'un encouragement qui nous est précieux. Pour ce qui me concerne, je tiens à remercier John Billard, Marc Allary, Pierre Osé et Sofiane Benbrahim. François Bujon de l'Étang. Je remercie Anne-Laure Cassard-Valenbois, Anthony Moalic, Jean-Michel Vial et Gérard Carreras. Nicole Niesotto. Remerciements à François Lameau, Christian Denis, Pascal Estra et Marc Bieler. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je remercie en votre nom à tous Jérôme Logre, Jean-Pierre Barrière, Sylvain Duhaut et Patrick Veillère. Lucille Schmitt. Alors moi je remercie Georges Schramm, Pierre Boigas, Bernard Sockel. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais je remercie aussi, bien sûr, chaleureusement, Françoise Sockel, ensuite. Ah, s'il y a une erreur dans la frappe, il vaut mieux remercier deux fois que de rater un remerciement que nous devons. Je vous propose que nous commencions par nous intéresser au post-décès de Jacques Chirac, si je puis dire. La semaine dernière, nous avons réagi à la mort de l'ancien président de la République, et depuis, il y a eu un hommage sur la nature et sur l'ampleur duquel il y a matière à s'interroger, à regarder les télévisions, à écouter leurs plateaux, à voir les images retransmises des files d'attente devant l'Élysée, où un registre de condoléances était ouvert au public sans limite d'horaire, ou les images de l'hommage aux Invalides, puis de la messe à Saint-Séverin, à regarder les reportages sur les minutes de silence, sur Saint-Sulpice, à regarder les reportages sur les minutes de silence observées dans les écoles, dans les administrations ou dans les entreprises. J'ai pensé aux acclamations qui suivirent devant Saint-Pierre la mort de Jean-Paul II. « Santo subito » criait une foule peu soucieuse des formalités d'un procès en canonisation. Avons-nous assisté à un feu de paille, comme la société du spectacle en consomme tant ? Faut-il au contraire voir dans ce deuil un phénomène plus significatif, et si oui, de quoi ? Il nous a semblé que, à l'orée de cette émission, la question méritait d'être éclaircie. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que toute cette
ce faste et cet unanimisme à la fois quelque chose d'assez suspect. Et on pense à ce film d'Ernst Lubitsch dont le héros se dit « J'entends autour de moi tous ces compliments et c'est sans doute que je suis mort ». Donc il y a quelque chose autour de l'unanimisme, de la félicitation lorsqu'on est mort, qui est quelque chose qui dépasse Jacques Chirac. Mais je crois qu'il y a là aussi quelque chose qui doit nous amener à nous interroger sur qu'est-ce que c'est qu'être un président aujourd'hui. Et à travers cet unanimisme, je crois que nous nous demandons si quelque part cette fonction présidentielle qu'il a incarnée avec toute cette cette irruption des imprévus dans la vie politique. Pour moi, Jacques Chirac, c'est l'écoute. Par exemple, on faisait un petit séminaire de la revue Esprit dans le sud de la France et nous avons regardé en direct le discours du 14 juillet de Jacques Chirac en 2001, donc avant 2002, et nous l'avons écouté et il nous décrivait au fond toutes les questions d'insécurité qui assaillaient le monde et la France. Et je m'étais dit, là, il y va très fort. Que cherche-t-il ? Il était en période de cohabitation. Ensuite est venu le 11 septembre 2001 et d'une certaine manière, il y avait une sorte de résonance par rapport à ce qu'avait dit Jacques Chirac dans ce discours du 14 juillet qui m'avait frappé. Je m'étais dit, bon, a-t-il eu l'intuition, le nez qui lui permettra de rester ? Ou en tout cas, pourquoi me déplaît-il autant dans ce qu'il dit et que se passera-t-il ensuite dans le fait de garder le pouvoir ? Et on a vécu ensuite, en 2002, cette espèce de façon dont Jacques Chirac, sans l'avoir souhaité, s'est retrouvé loin du fait d'être ni de droite ni de gauche et au fond d'incarner une sorte de résistance au Front National qui dépassait largement le côté radical socialiste et tout ce qu'on raconte sur le fait qu'il n'était ni ceci ni cela et qu'au fond il était d'abord sympathique. Moi je crois que c'est surtout quelqu'un qui a vécu à travers sa carrière politique énormément d'événements imprévus et qui s'est retrouvé face à la nécessité de rester et d'incarner une forme de continuité du pouvoir qu'on n'aurait pas imaginé s'incarner en Jacques Chirac. Nicole Nisotto. Oui, récemment, on a eu plusieurs occasions de communion nationale derrière des grands événements. Alors, il y a eu l'incendie de Notre-Dame qui est dans un tout autre registre, mais par rapport à la mort de personnalités, on a eu effectivement ce même phénomène de ferveur nationale pour Johnny Hallyday et pour Jacques Chirac, qui sont à deux bouts de l'échelle. Pardon ? Et pour Jean d'Ormesson, mais c'était moins national, large, moins populaire. C'était quand même un peu plus... avant. Oui, mais ça fait longtemps. Mais récemment, on a eu ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre de la part des gens qui sont sur le cortège beaucoup moins d'admiration que de reconnaissance. Moi, ce qui me frappe, c'est les termes « merci Chirac »,« merci Chirac », de même qu'on avait entendu « merci Johnny »,« merci Johnny ». Et je crois que ça, c'est très important. Le sentiment qu'ont les gens d'avoir existé en haut, par le biais de personnages publics, là en l'occurrence le président de la République, qui avait non seulement inventé le thème de la fracture sociale, mais qui avait un vrai goût des gens, qui aimait les gens, et ce que ne font pas les autres présidents de la République qui l'ont suivi. Donc ça, je crois que c'est très important, le sentiment de reconnaissance, quoi qu'il ait fait. Il les a haussés à un niveau de dignité nationale quand il s'adressait à eux. La deuxième raison, je crois, de cette ferveur populaire, c'est que Chirac représente la fin de l'âge d'or français, la fin de la grande époque de la puissance française, ceux dont tous les populistes aujourd'hui sont d'ailleurs nostalgiques, c'est-à-dire avant la crise, avant la mondialisation, avant la crise de 2008, avant le septennat le quinquennat de Sarkozy qui a été quand même celui de la remise en cause, de la flexibilité du travail, etc. Chirac, c'était un peu la fin de l'âge d'or, celui où on fumait des cigarettes à la télé, au resto, celui où on draguait les femmes sans se faire insulter. Et je crois qu'il la ferveur qui s'est manifestée dans les rues, c'était aussi ça, une espèce de grande nostalgie d'une société française qui est définitivement révolue. Et puis, dernier point peut-être, ce qui est frappant quand même, c'est que cette ferveur nie absolument tous les scandales, les affaires, les horribles choses qu'ont pu faire ces personnalités dans un registre très différent. Parce que là, je rejoins un peu ce qu'a dit Lucille. Ce qui me semble, ce qui crée la ferveur populaire, c'est cette impression de résilience. Le fait d'avoir vaincu les affaires, les difficultés de la vie politique, ce sentiment de victoire sur l'adversité qu'ils ont incarnée. François Bujon de l'Étang.
dont je rappelle que vous avez travaillé avec Jacques Chirac. J'ai travaillé avec Jacques Chirac à Matignon quand il était Premier ministre pendant la première cohabitation et j'ai ensuite été ambassadeur pendant la totalité de son septennat et même un peu au-delà. J'ai travaillé étroitement avec lui, même par-dessus l'océan Atlantique au téléphone, fréquemment et physiquement très souvent. Moi, je veux dire plusieurs choses. La première, c'est que je n'ai pas été surpris de la ferveur avec laquelle la France a accompagné, si j'ose dire, le départ définitif de Jacques Chirac. Je dis bien départ définitif parce que il y a eu un phénomène de recul qui s'est produit du fait que Chirac a quitté, après 40 ans de vie politique dans laquelle il a eu tous les visages et tous les avatars que vous connaissez, il a quitté l'Élysée et quitté le pouvoir définitivement en 2007, donc il y a 12 ans, c'est un premier recul, et le second recul, c'est celui de la maladie et malheureusement de la déchéance physique dont les Français savaient qu'il était victime. Ça fait des années qu'on ne l'entendait plus, qu'on ne le voyait plus, qu'il ne sortait plus, qu'il ne recevait plus, même des proches, même des intimes. Donc tout ceci a déjà ajouté, pour beaucoup de gens, il était presque déjà parti, et au fond ce départ définitif, cette fois-ci, les a émus avec cette espèce de dièse à la clé supplémentaire qu'était la vieillesse et la maladie. Je n'ai pas du tout été surpris, et je me souviens, notamment au moment de la mort de Johnny Hallyday, dont Nicole vient de parler, d'avoir entendu énormément de gens autour de moi relever la ferveur avec laquelle les gens avaient accompagné Johnny Hallyday, et dire, mais vous verrez, quand Chirac mourra, ce sera tout autant, sinon encore plus. Donc c'était au fond attendu. Et ce qui est très frappant, c'est que ce n'est pas du tout le bilan de l'homme politique sur lequel se sont attardés ni les Français, ni dans l'ensemble les commentateurs. On peut faire toutes les réserves que l'on veut sur ses échecs en politique, sur le bilan de ses 12 ans de présidence, on n'en finirait pas. Mais c'est un homme qui a quand même eu un parcours qui a duré 40 ans, pendant lequel la France et les Français et le monde ont changé, et qui a lui-même aussi changé sur beaucoup de choses. Mais c'est pas du tout là-dessus que les gens se sont appesantis. Ils se sont appesantis sur ses qualités humaines. Voilà. C'est un homme qui aimait les gens, en effet. C'est la formule que vous avez entendue partout et que les gens retiennent. Et les gens retiennent de lui quelques éléments politiques très forts, comme le refus de participer à la guerre d'Irak, comme l'appel de Johannesburg sur l'écologie, un certain nombre d'épisodes comme ça qui sont tirés de son florilège, si j'ose dire. Mais fondamentalement, ce qu'ils retiennent, c'est l'empathie, comme on dit dans le langage moderne, c'est le fait qu'il aimait les gens, c'est le fait qu'il était à l'aise partout, au salon de l'agriculture, au milieu des foules, en Corrèze, ou même dans des foules étrangères. Et au fond, cet aspect humaniste est celui que les gens retiennent, et le côté humain de Jacques Chirac. C'est la personne Jacques Chirac qui est pleurée et qui est aimée. Et en effet, il s'y mêle, dernier mot si vous permettez, un élément de nostalgie. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicole sur ce thème. C'est le dernier politicien du XXe siècle. C'est un autre thème, la politique à l'ancienne, telle qu'on ne la reverra plus. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je crois que vous dites les choses tout à fait justement. Je serais assez sévère quand même, parce que je crois que ce que les gens aiment en lui, c'est pas ce qu'il y a de mieux en eux. C'est-à-dire que, bon, on dit que Chirac était très sympathique, Chirac était très chaleureux, il était d'une indifférence totale à l'égard des autres. En réalité, il était généreux, il était pas avare d'abord, ce qui est assez rare dans cette corporation. Mais en réalité, il était totalement indifférent et il n'a pas été très généreux avec ceux qui l'ont servi, notamment avec Alain Juppé, par exemple, ou avec Roussin, avec un certain nombre de gens qui ont été très très dévoués à son égard, avec Méry, qui avait quand même été au cœur d'un système de corruption assez impressionnant, qui a été foutu en tôle et qui n'a pas moufté par respect pour lui et qu'ils ont platement laissé tomber après. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre une vraie générosité et une qui était un peu défaillante et une chaleur humaine qui elle était très présente. C'est un homme réactif, empathique, qui comprend les gens. Ça me fait penser, de ce point de vue-là, il me fait vraiment penser à Bill Clinton. Mais oui. Il a cette capacité de contact immédiate. Il était très agréable, dépourvu de toute hauteur, et comprenant les gens, étant d'instinct
dans la compréhension. C'est quand même les hommes politiques, il faut qu'ils soient intelligents, il faut qu'ils comprennent les grands enjeux, et il faut qu'ils comprennent, quand ils sont en face de quelqu'un, ce dont ce quelqu'un a peur et ce qu'il désire. Eh bien, Napoléon, c'était ça. Chirac aussi, de ce point de vue, il avait cette qualité profonde, et c'est apparu. Deuxièmement, la nostalgie est éclatante, évidente. Les Français pleurent un monde dans lequel la France était quand même une puissance. Ceux qui nous aimaient encore, dit Malraux dans le discours des Glières. Alors, ceux qui nous aimaient encore se souvinrent que la France, etc. Et Chirac, c'était un monde où il y avait encore des gens qui nous aimaient, qui étaient très défaillants, parce que il faut voir le bémol. Quand on regarde la cérémonie de Saint-Sulpice, on s'aperçoit qu'en réalité, ce monde dont avec Lionel Zinsou, dont on remarquait à quel point Chirac en était proche, le monde africain, le monde asiatique, les Chinois, le Japon, personne. Cela dit, il n'était pas lui-même allé aux obsèques de Senghor, ce que je n'ai jamais compris d'ailleurs, mais il y avait vraiment, à part quelques vieux dictateurs qui effectivement étaient encore là parce qu'ils avaient, comme dirait Staline, ils avaient pris leurs précautions pour y rester, on avait quand même la nouvelle Afrique, la nouvelle Asie n'était pas présente. Donc c'est un monde... Le monde des anti-mémoires de Malraux, le monde des grands parcours héroïques du général de Gaulle, le monde de Mitterrand aussi, qui avait su assez bien capter tout un ensemble de forces de ce point de vue-là. Chirac en était le dernier représentant, mais là, manifestement, il est évanoui. Et puis, il y a quand même quelque chose, je pense toujours à la phrase de Desproges, l'optimisme, c'est l'opium, je vais dire pour être plus poli que Desproges, c'est l'opium des imbéciles. Chirac, il y avait quand même profondément cette idée fausse, tenace, qu'il a fait élire en 95, à savoir que on pouvait, à la force de la volonté, en fait à la force du volontarisme, qui est la négation de la volonté, puisque le volontarisme repose, je ne comprends pas qu'on utilise ce terme, le volontarisme c'est l'affirmation selon laquelle la volonté est supérieure au réel. C'est donc la négation de la volonté, puisque la volonté consiste à reconnaître le réel et à l'affronter. Le volontarisme consiste à l'esquiver. Et la campagne de 95 a été vraiment le symbole de ça, c'est-à-dire la monnaie unique, la rigueur. Bon, on aura la monnaie unique, la rigueur, on s'en fout, les réformes, on est pour sans les définir, et puis on voit bien, et ça s'est immédiatement fracassé. Et ça, c'est quand même cette volonté, ce désir que les choses se passent bien, que les choses se passent sans effort, que les choses ne demandent pas une adaptation en profondeur de la société, c'est quelque chose qui résonne très fortement chez nos concitoyens. Et là, Chirac, en d'autres termes, Chirac, comme disait un chauffeur de taxi, c'était bien avec Chirac parce qu'il nous arrangeait bien. Oui, je ne sais pas si on avait demandé spontanément aux Français ce qu'ils retenaient de bien de la présidence, des présidences successives de Chirac. Sans doute, l'Irak serait-il venu facilement. Oui. Le discours de Johannesburg, je ne crois pas. Je crois que si les télévisions n'avaient pas ressassé cette image, avec cette curieuse diction d'ailleurs sur la maison brûlée, nous regardons ailleurs, je pense que tout le monde l'avait oublié pour la raison, sans doute, que Jean-Louis vient de dire, que c'est un discours qui n'a été suivi de rien. Mais puisque c'est sur l'ampleur et la nature de ces manifestation de deuil, de regret que nous nous interrogeons, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose qui n'est pas un message à destination de l'actuel président de la République. Il aimait les gens, lui, il aimait les gens, lui, il était proche des gens, lui, il était, etc. Je dis pas d'ailleurs que ce soit justifié, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est une espèce de version douce des Gilets jaunes et qui doit être retenue dans ce deuil. Si vous permettez, au moment où le macronisme bascule un peu dans le chiracisme, c'est-à-dire moderato cantabile sur ce qui embête les Français, les Français lui disent « Allez jusqu'au bout, soyez en plus sympathiques ». Alors, s'il a choisi l'Aveyron en guise de Corrèze, mais la différence entre l'Aveyron de Macron et la Corrèze de Jacques Chirac, c'est que d'abord, la Corrèze de Jacques Chirac était la Corrèze de son grand prédécesseur, qui n'était pas Henri Queuille, qui était Charles Spinasse, le maire des Cletons, là où un homme qui promettait beaucoup du temps du Front Populaire, où il a été sous-secrétaire d'État, puis qui s'est fourvoyé dans le poutinisme, qui a voté les pleins pouvoirs et qui après s'est fourvoyé dans
la collaboration, mais c'était lui le mentor, et c'est lui qui a permis à Chirac de s'implanter très profondément en Corrèze, et pas seulement l'argent de Dassault, comme on l'a dit à l'occasion de ces nécrologies. Et donc il était devenu du département. Moi, je l'y ai accompagné une fois, comme j'y avais moi-même travaillé comme planteur de sapins quand j'étais étudiant, ça nous avait donné l'occasion d'une conversation qui m'avait montré qu'il connaissait vraiment dans les détails, comme d'ailleurs François Hollande après lui. La Corrèze, c'est une chose. L'Aveyron, en réalité, c'est grâce au président de l'Assemblée nationale qui, avant de faire des affaires en Bretagne, était aveyronnais et vivait dans l'Aveyron. C'est à cause de ça que Macron y a fait son premier discours de campagne et qu'il y retourne aujourd'hui. Je ne crois pas, pour aller souvent dans ce département, que son implantation soit aussi profonde et qu'il ait une aussi bonne connaissance que Chirac. Vous avez tout à fait raison de dire que le drapeau cueil qu'on cite toujours et qu'on accole toujours à Chirac, avec quand même les liaisons avec Jérôme Monod, qui était très lié à la famille Cueil. Qui avait épousé la fille le véritable maître à penser, c'était Charles Spinasse. Absolument. Oui, ça vaudrait la peine d'ailleurs de revenir là-dessus une fois ou peut-être... Maître à penser inavouable. Voilà, évidemment inavouable. Alors, il y a très longtemps, dans une autre configuration de diffusion, nous avions fait une série de thématiques sur des biographies. Et peut-être faudrait-il que nous revenions, je soumets la proposition à nos auditeurs, que nous revenions à cette idée de faire une série de biographies dans une prochaine série de thématiques. Je vous propose maintenant que nous passions à un autre sujet, qui est le sujet de la procréation médicalement assistée. Le 27 septembre, dans le cadre de ces débats sur la loi bioéthique, l'Assemblée nationale a autorisé l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, qui était jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Il s'agit de réglementer un ensemble de pratiques médicales permettant d'aider des couples hétérosexuels à concevoir un enfant en cas d'infertilité, et maintenant des couples homosexuels ou des personnes seules, et dans certains cas, il est nécessaire d'avoir recours à un donneur de gamètes extérieur au couple. On voit bien que c'est le cas qui se pose dans le cas d'une femme seule. L'extension de la PMA à toutes les femmes faisait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron et de François Hollande avant lui. Elle est approuvée par 65% des Français et par le Comité national d'éthique. En France, en 2014, la PMA concernait environ 25 000 enfants, soit 3% des naissances. La même année, le Comité consultatif national d'éthique estimait que 2 à 3 000 Françaises s'étaient rendues à l'étranger, principalement en Espagne et au Danemark, pour avoir recours à une PMA dans l'un des 11 pays européens à avoir étendu son usage aux couples de femmes ou aux femmes seules. Au-delà de l'extension de la PMA à toutes les femmes, la loi bioéthique en prévoit le remboursement ainsi que la levée de l'anonymat du donneur, permettant ainsi un accès aux origines pour les enfants nés de dons. Cette levée de l'anonymat, mesure soutenue par 3 Français sur 4, fait craindre que nombre de donneurs ne renoncent et qu'il en résulte une pénurie de gamètes aggravée par l'augmentation de la demande. Chaque année, 3500 couples souhaitent bénéficier d'un don de gamètes. En 2015, 540 femmes ont donné des ovocytes, il en faudrait plus du double, et 255 hommes ont donné des spermatozoïdes, il en faudrait au moins 50 de plus. Dans un avis du 21 septembre, l'Académie nationale de bioéthique a annoncé sa crainte que l'absence de père présente des risques pour le développement de l'enfant, peur partagée par la majorité des critiques du texte. La mesure est soutenue par le groupe La République En Marche ainsi que l'ensemble de la gauche. La loi bioéthique a suscité des oppositions à droite et au Rassemblement national. Les 3 candidats en lice pour la présidence des Républicains ainsi que l'ancienne tête de liste aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, ont annoncé s'y opposer par crainte d'un glissement progressif vers la légalisation de la gestation par autrui, mesure souhaitée par 62% des Français. La Manif pour tous organise un rassemblement contre cette loi le 6 octobre et sur cette question, Nicole Nisotto. Oui, c'est un sujet difficile parce que vous l'avez dit Philippe, quantitativement, il y a très très peu de Français qui sont concernés. Mais c'est symboliquement un sujet majeur parce qu'on touche à la vie, à la procréation, à l'organisation de la société et je crois qu'on n'a pas fini de débattre de cette affaire. D'abord, je voudrais signaler un paradoxe. L'opinion française a l'air à peu près majoritairement pour, 65 ou 68% des Français sont favorables à l'extension de la PMA à toutes les femmes, ce qui, alors j'ai pas vu le détail des sondages, mais pour moi ça doit être 100% des femmes et 10% des hommes à peu près, ça doit représenter à peu près ça. Mais en revanche, les partis politiques sont très divisés. C'est le seul sujet de société où l'on retrouve à ce point la division droite-gauche
que l'on ne retrouve plus sur les questions économiques et sociales parce que ça n'a pas de sens. Mais là, on retrouve véritablement une division ancienne droite-gauche. La gauche, les progressistes sont pour, la droite, l'Église, les conservateurs, les républicains, l'extrême droite sont contre. Et il me semble que pour la gauche, c'est un des moyens de montrer que la gauche peut encore proposer des progrès, comme si la notion de progrès sur cette affaire était facile à déterminer, mais je trouve intéressant de voir que sur ces sujets sociétaux, la gauche a l'impression encore d'exister et donc parfois elle en rajoute. Et je voudrais signaler quand même quelques excès que Dieu merci pour l'instant l'Assemblée a refusé, qui étaient la PMA post-mortem par exemple ou la PMA pour les transgenres. Donc ça c'est quand même intéressant à noter et donc je pense qu'on va voir peut-être de plus en plus des excès sur les sujets de société venant de la gauche parce qu'elle ne peut pas se justifier ailleurs que sur le plan sociétal, le plan économique lui étant fermé. Mais à part cela, je veux quand même dire que c'est un débat difficile, selon que l'on se met sur le plan personnel ou sur le plan des principes. Sur le plan personnel, quand on connaît, c'est mon cas, des gens, des couples qui ont eu recours à la PMA, on ne peut être que pour. C'est des histoires douloureuses, mais toujours formidables, extraordinaires, etc. Sur le plan des principes, là, ça dépend des principes. Et moi, je veux dire d'emblée les choses, je suis pour l'extension de la PMA à toutes les femmes, mais certains principes et certains arguments utilisés me paraissent contestables, voire dangereux. Par exemple, le premier principe, donc, c'est celui de la filiation naturelle. Alors ça, c'est un principe qui est utilisé par les opposants à la PMA, qui disent que ça remet en cause la filiation naturelle. Bon, alors là, c'est un principe qui ne tient pas. Françoise Héritier, notre grande anthropologue qui a succédé à Lévi-Strauss au Collège de France, a montré par de multiples travaux que l'engendrement, ce qu'elle appelle l'engendrement, l'accouchement est un phénomène naturel, biologique, mais que la filiation est un phénomène social, qui dépend de conventions. Et donc, l'extension de la PMA pour toutes ne remet pas en cause une filiation naturelle qui n'existe pas. Donc cet argument n'est absolument pas valable. Deuxième argument utilisé par les adversaires de la PMA, pour toutes, c'est le rôle du père. Ça remettrait en cause le rôle du père dans la formation psychologique de l'enfant et bizarrement d'ailleurs, l'Académie de médecine, donc je ne savais pas qu'elle s'occupait de parentalité, parce que je ne savais pas que le père était un problème médical, justement a émis des réticences parce qu'elle trouve que ça pose un problème pour le développement de l'enfant. Alors là, je crois qu'on a de multiples études partout à l'international qui montrent qu'il n'y a aucune différence entre les enfants nés de PMA ou nés de conception traditionnelle. Merci Philippe. Et surtout, il y a en France 27% des familles sont des familles monoparentales. Et comme dit Madame Musin, il n'y a pas 27% des enfants en France qui sont ou des tarés ou des délinquants. Et même, je dirais que les enfants des familles monoparentales ont une surcroît de pression pour réussir. Et donc, on peut penser qu'au contraire, ça les discrimine positivement. Mais donc, cet argument n'existe pas à mes yeux. En revanche, il y a des principes des groupes favorables à la PMA, encore une fois que je soutiens la PMA, mais des principes que l'on évoque et qui me paraissent dangereux. Et il y en a deux. Le premier principe, c'est celui du droit à l'enfant. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un droit à l'enfant comme on parle d'un droit au logement ou d'un droit au travail que l'on pourrait donc exiger d'avoir quel que soit l'état de sa vie personnelle. Je crois que l'enfant n'est pas une marchandise. Et donc, il n'y a pas de possibilité de droit. Et les opposants à la PMA ont raison de dire que cet argument du droit à l'enfant ouvre la voie peut-être un jour à la GPA. Moi, il me semble que il faut dire que la conception d'un enfant est une possibilité que les femmes ont, que la médecine a raison d'aider les femmes qui ne peuvent pas, soit par infertilité, par stérilité, soit pour des raisons de choix de vie, de les aider à accomplir cette possibilité, mais ça n'est aucun cas un droit, et je réfute cet argument. Le dernier argument, et je vais finir Philippe, qui est le plus dangereux me semble-t-il, c'est celui de l'égalité et de la non-discrimination. Et là encore, les opposants à la PMA disent que ça c'est la porte ouverte à la GPA, parce que si les couples de femmes lesbiennes ne veulent pas être discriminés et ont droit à la PMA, pourquoi les couples d'hommes homosexuels ne pourraient pas avoir aussi un désir d'enfant et aller le faire par la GPA? Et c'est là où je voudrais quand même mettre les pieds dans le plat. Si on veut éviter
que la légalisation de la PMA pour toutes soit la porte ouverte à la GPA, que personnellement je conteste, je suis contre la GPA, alors il faut dire une chose politiquement incorrecte dans notre société, mais qui me paraît une vérité irréfutable, c'est que la PMA est une histoire de femmes. La PMA concerne la possibilité des femmes de faire des enfants. Ça n'est pas un droit des couples, ce n'est pas une affaire de couple. Les couples homosexuels, les couples lesbiens, ça n'est pas pour eux que l'on fait la PMA pour toutes. La meilleure preuve, et là le législateur a raison, c'est que les femmes seules ont le droit, ont accès à la PMA. Et donc je crois que si on veut mettre une barrière infranchissable entre les deux, il faut dire la vérité, la PMA est une affaire de femmes parce que la différence naturelle, elle existe et seules elles font les enfants. Jean-Louis Bourlanges. Oui, les arguments de Nicole sont très, très complexes. Je partirai du droit à l'enfant. Je comprends pas très bien. Je suis tout à fait d'accord avec la contestation du droit à l'enfant. Je crois que l'une des dimensions de cette affaire, c'est que jusqu'à présent, tout le système était basé sur l'idée que les enfants avaient droit à des parents. Et que donc les enfants qui étaient mis en circulation, si je puis dire, pour être affectés à d'autres parents que les leurs, c'était des enfants qui étaient soit orphelins, soit maltraités, soit abandonnés. Donc il y avait une situation de très grande détresse et on donnait des parents. À partir du moment où on construit, et c'est là où je trouve que je ne comprends pas vos barrières, si vous voulez, à partir du moment où on pose dans le mariage pour tous, je crois que une parenthèse, si ça passe relativement bien, c'est qu'en réalité, dans l'opinion, les Français, et je crois que c'est juste, ont estimé que le virage avait été fait avec le mariage pour tous, c'est-à-dire non pas avec l'union, le droit aux homosexuels de s'unir, mais avec l'inscription dans le code de la famille du mariage entre personnes du même sexe. Ça a fixé un droit à la parentalité. À partir du moment où il y a un droit à la parentalité, à l'homoparentalité, si je puis dire, logiquement, on dit, ça doit s'appliquer, ça doit permettre d'avoir des enfants, ça ouvre un droit à l'enfant. Et à partir du moment où vous ouvrez un droit à l'enfant pour les femmes, alors là, je vois absolument pas votre argument, disant que c'est un droit qui doit être réservé aux femmes. Pourquoi les hommes n'auraient-ils pas droit à l'enfant dans les mêmes conditions? Et d'ailleurs, on voit bien que la PMA, c'est une demi-GPA, c'est-à-dire c'est une GPA offerte aux femmes et pas une GPA offerte aux hommes. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la GPA, c'est sur le plan matériel, de la conception des choses, la fabrication de l'enfant, pour parler de façon triviale, c'est quelque chose de très lourd, hein, les locations de vente, les trucs. Mais je pense que ça s'inscrit dans cette logique, et c'est pas par hasard que mes collègues ont, dans la nuit de jeudi à vendredi, étendu l'affaire à la GPA. Donc je crois que là, ça forme un tout. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis extrêmement réservé sur ce plan-là, sans être dramatisé. Je ne crois pas que le vote de cette loi, dans un sens où le refus de cette loi change grand-chose en réalité. Je crois que nous sommes entrés dans un processus extrêmement nouveau, extrêmement complexe, et qui me paraît assez grave. Mais donc je ne vois pas très bien pourquoi vous placez vos interdits à cet endroit-là. En revanche, moi, si j'ai une position de principe, je suis d'accord avec vous. D'abord, il y a quelque chose de très important, c'est que je crois qu'il faut distinguer le problème de l'homoparentalité du problème de la GPA et de la PMA. Il y a une question qui est posée, que vous avez tranchée, à mon avis, de façon un peu rapide, mais moi, je ne la trancherai dans aucun sens, à savoir que des enfants peuvent être élevés par des personnes du même sexe sans aucun dommage. Je vous avais dit, toutes les études montrent pas grand-chose, et elles ne montrent pas grand-chose dans l'autre sens non plus. Donc j'ai de ce point de vue-là une attitude assez pragmatique. Il y a des gens qui disent peu importe d'être élevé par 2 hommes ou par 2 femmes, tant qu'il y a de l'amour. Je comprends très bien cet argument, d'autant qu'on voit bien des couples hétérosexuels où c'est l'enfer. Donc il faut être assez prudent. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème qui est posé par cette affaire, c'est la dissociation, là vous revenez à héritier, la dissociation entre la fonction d'engendrement et la fonction d'éducation. Jusqu'à présent, cette distinction
n'existait pas. On ne choisissait pas un enfant, on choisissait la personne avec qui on allait faire un enfant. Et l'enfant était un produit du hasard ou de la providence ou de la science, ça dépend, ça est de la génétique, et on avait cette situation. Là, on pose en principe, et je crois que Madame Agacinski a raison de le poser en ces termes, poser le problème de la dissociation, ça pose deux difficultés. La première, c'est que ça introduit nécessairement une logique de marché. Une logique de marché, c'est une logique qui repose sur deux principes, la qualité et le prix. Donc, la marchandisation, le prix, et l'eugénisme, la qualité. Quand vous achetez un produit, vous vérifiez le rapport qualité-prix. Et on voit bien que les dérives, alors ça n'est pas du tout un effet immédiat, ça ne concerne pas les populations qu'on voit actuellement, sauf quand même que quelques grands présentateurs de télévision font des choses assez étonnantes de ce point de vue-là. Et d'ailleurs pratiquent la GPA. Pour Monsieur Fogiel, c'est une GPA caractérisée, etc. Tout le monde trouve ça très bien, on fait des tas d'émissions, c'est illégal, mais tout le monde s'en fout. Et bon, mais en tout cas, on est dans un système où, à partir du moment où vous avez le choix où vous allez être amené à choisir un enfant, vous allez le choisir et vous allez payer en conséquence, et payer notamment du fait que, de toute manière, il n'y aura pas assez d'enfants sur le marché produits par des donneurs volontaires et non intéressés, des donneurs gratuits, si je puis dire. Donc on va forcément évoluer, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est déjà le cas ailleurs, vers un système de cet ordre. Donc je crois que là, il y a une difficulté quand même extrêmement importante. La deuxième chose sur ce plan-là, c'est que, et là moi je suis en contradiction profonde, je crois que cette affaire est une affaire très datée. C'est en fait la conception du mariage qui est liée à ce qu'on pensait en mai 68. Je ne mets pas du tout en cause mai 68, mais mai 68, ce sont les hautes eaux de la sociologie. C'est-à-dire le moment où on croit que tout est social et rien n'est inné. Et on a Madame de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Et avec ce système, je dirais, on ne naît pas enfant, on le devient. On le devient quand on rentre dans une famille. Et là, c'est très très curieux, parce que c'est totalement contredit par tout le mouvement des 40 dernières années qui a réhabilité le rôle essentiel de l'apport génétique, ce qui s'est traduit d'ailleurs par des mouvements sociaux très importants, remise en cause de l'adoption plénière, remise en cause de l'accouchement sous X, revendication très forte des enfants gamètes sur le droit aux origines, tout un ensemble de choses, et on voit bien le génome et tout cela, on voit bien à quel point la transmission génétique est fondamentale. Donc l'idée que le père, en l'occurrence, est un donneur de gamètes, un tiers donneur, comme on dit, et non pas un géniteur, c'est quelque chose qui contredit une évolution en profondeur. Donc je trouve que là, on construit un système. Alors on le résout, et je termine par là, on le résout de façon extraordinaire, c'est que le droit aux origines, bon, vous avez le droit au tard de votre père, c'est-à-dire que vous avez le droit de savoir s'il a eu une hépatite B, s'il a eu un tas de maladies, s'il a eu un tas de choses, vous avez le droit à tout ce qui va pas chez votre père, mais vous n'avez pas le droit de le connaître. C'est quand même quelque chose, alors là, de très traumatisant. Je crois que on peut élever des enfants par des couples homoparentaux, mais à condition qu'ils sachent qu'ils ont été engendrés par une personne précise, qui les a soit abandonnés, mais qui existe. Lucille Schmitt. Oui, à écouter Nicole et Jean-Louis, je me disais quel tourbillon, et je me disais mais qui sont vraiment mes parents. Je crois qu'on finit tous par Non, mais on voit bien comment tout ça a aussi quelque chose à voir à la fois avec la biologie, la différence. Je voudrais quand même rappeler qu'on parle beaucoup d'égalité et Jean-Louis a plus insisté sur la notion de différence, mais au fond le sujet c'est d'articuler égalité et différence, c'est-à-dire la différence entre le fait d'être hétérosexuel et homosexuel, c'est une sexualité différente et chacune doit être reconnue. La différence entre le corps des hommes et le corps des femmes et la question de la différence des rôles éducatifs, c'est aussi très intéressant de voir comment à travers ce débat, d'ailleurs on se remet à parler de la monoparentalité, c'est-à-dire en fait
statistiquement, 80% de ces familles monoparentales sont donc des femmes seules élevant des enfants. Donc on reconnaît aussi que la parentalité, à travers ce débat, n'est pas du tout un papa et une maman qui élèvent de manière continue des enfants tout au long de la vie. Il y a quelque chose du dévoilement aussi de la réalité, de la diversité des familles que je trouve très intéressante dans ce débat. Mais on voit bien aussi que dans le débat politique, l'articulation entre égalité et différence ne se fait pas. C'est-à-dire que dans les discussions, dans les débats, dans les arguments qui sont avancés, le principe d'égalité l'a emporté largement sur l'articulation, et la question de la différence est revendiquée au nom de l'idée d'égalité des droits, et c'est une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes également confrontés à une deuxième difficulté sur cette question du droit à l'enfant ou pas, c'est que l'enfant, au nom de l'enfant, en fait, on met en balance des choses très différentes. D'une part, il y a des enfants qui sont déjà nés, d'autre part, il y a des enfants à naître. D'autre part encore, il y a des enfants adultes, des adultes qui réclament le droit de connaître leurs origines. Et autour de la question de l'enfant apparaît une grande plasticité, une grande diversité de nouveau. Moi, il me semble très très important. Par exemple, je regardais avec une certaine passion toutes ces vidéos qui sont faites pour dire je suis contre la PMA, d'autres pour dire je suis pour la GPA. Donc dans le débat, il y a le débat officiel dont on parlait avec Jean-Louis, mais il y a aussi tout ce débat qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux, puisque là-dessus, la force des réseaux sociaux pour influencer le débat a été extrême. Et pour l'hystériser. Et je ne sais pas si c'est seulement pour l'hystériser. Non, moi, je voudrais juste te dire ce que seulement. j'ai à dire. Il me semble que ça a été aussi pour montrer la diversité individuelle au fond des arguments. Et c'est une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est que il nous faut porter un projet collectif là-dessus, alors même que les prises de parole sont individuelles et reliées à des histoires intimes. Moi, ce qui me frappe sur la question de l'enfant, regardant par exemple une vidéo d'un homme qui expliquait pourquoi il serait un père parfait alors qu'il était en couple homosexuel, et ça me semblait très convaincant, c'est qu'en revanche, lorsqu'il parlait de l'enfant, et là-dessus je révèle un sentiment de mère ancienne, de vieille mère, quelque part, il ne parlait de l'enfant que comme d'un bébé. Je lui mettrai ses couches, je l'emmènerai à l'école maternelle, et tout se passera très bien lorsqu'il passera, je sais pas, au cours préparatoire. Et je me disais, au fond, cette fonction de la parentalité, il faut l'imaginer dans la durée, dans une durée d'ailleurs parfois qui est une malédiction, car on a des enfants pour toute la vie. Et il me semble que... avec les enfants, c'est les 30 premières années qui sont dures. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aussi on imagine ces débats pour retrouver le principe de réalité, pas seulement le principe de fantasmagorie, de peur, de ce qui va se passer, que la société française va être détruite dans ses institutions, ce à quoi personnellement je ne crois évidemment pas du tout, car il me semble que la famille est infiniment plus étrange qu'on ne nous l'a décrit dans le papa et la maman. Mais il y a quelque chose à imaginer dans la durée, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà vécu un long parcours juridique, c'est-à-dire que lorsqu'on crée le Pacs, on y voit une sorte de reconnaissance du contrat et du couple homosexuel. En fait, on s'aperçoit avec le Pacs que c'est essentiellement des couples hétérosexuels qui se pacsent. Donc on vit une sorte de surprise intéressante par rapport à la réalité de ce qu'on avait imaginé juridiquement. Ensuite, lorsqu'on organise le mariage pour tous, on s'aperçoit que la société française n'est toujours pas détruite, mais que jusqu'à présent, on parlait davantage de relations entre adultes, et maintenant, on est entré dans le vif d'un sujet qui est évidemment plus compliqué, qui est qu'on parle des enfants, et on rentre d'un domaine qui était un domaine plus médical, parce que la PMA, c'était quand même un parcours médical, à un domaine sociétal. Donc, passer du médical au sociétal, c'est intéressant dans ce que disait Nicole, de dire que l'Académie de médecine commence à se mêler de ce qui ne la regarde pas, sauf que c'est vrai que jusqu'à présent, la PMA, c'était un sujet médical, c'était un acte médical, et donc on passe du médical au sociétal. Je voulais quand même rappeler une chose aussi par rapport à la question du mariage pour tous. Moi, j'avais vécu quand même ces scènes surréalistes où, dans le pays de la laïcité, de voir dans des émissions politiques arriver un curé en soutane qui m'expliquait comment c'était, il fallait à tout prix un papa et une maman, comme s'ils connaissaient la vie de couple. Donc, ce qui est très intéressant aussi avec tout ce qui se déroule, c'est l'exotisme, quelque part, de situations dans lesquelles nous nous retrouvons, et comment nous devons retrouver ce principe de réalité sur la famille, sur ce qu'est le fait d'élever un enfant, sur le fait qu'un enfant, lorsqu'il est adulte, nous surprend toujours, mais imaginez ce qui va se passer dans la durée. Ça fait 20 ans que nous sommes dans un processus juridique. Nous devons aussi maintenant entrer dans une sorte de réalité de ce qu'est la société française, et nous ne le savons pas à l'avance. François Bujon de l'Étang. C'est un sujet très difficile et j'étais déjà embarrassé pour en parler, mais je le suis encore plus à parler en quatrième parce que je vois à quel point dans une discussion comme celle que nous avons, ce problème qui touche à des choses très fondamentales, philosophiquement très fondamentales pour chacun, pour ses convictions, peut partir absolument dans tous les sens, dont vous venez d'offrir une merveilleuse illustration, parce que on peut parler de tout, on peut parler de la société, on peut parler de l'évolution de la famille, on peut parler de la
la politique, on peut parler des mœurs, on peut parler des autres, on peut parler du monde. On peut dire que l'Académie de médecine n'a pas à s'occuper de PMA, ce qui me paraît quand même énorme. L'Académie de médecine comprend un certain nombre de pédiatres et de pédopsychiatres, et je ne vois pas pourquoi ils auraient droit à avoir une opinion autant que la vôtre. Quand Madame Buzyn dit que leur opinion est datée, ça me laisse rêveur. Je ne sais pas ce qui est daté, si c'est son opinion, sa réaction, ou si c'est l'opinion. J'observe que l'Académie de médecine, qui comporte 130 membres, je crois, à peu près, c'est à peu près le chiffre, a quand même voté massivement l'avis qu'elle a émis par 69 voix contre 11. Et moi, j'ai un peu tendance à faire confiance aux médecins pour réfléchir à des problèmes qui ont une dimension médicale, en plus d'avoir des dimensions. Donc, je serais beaucoup moins sévère que Madame Buzyn, et je pense que lorsque l'Académie de médecine dit deux arguments, il y a deux arguments au moins dans ce qu'elle dit qui me paraissent mériter la réflexion. Le premier, c'est qu'elle dit il s'agit d'une rupture anthropologique majeure. Et je pense qu'elle a absolument raison. C'est une rupture anthropologique majeure par rapport à une espèce d'idée reçue antérieure qui était qu'une famille normale comprenait un papa, une maman et des enfants. Donc c'est une rupture anthropologique majeure que de dire non, ça n'est plus vrai, ça n'est pas cela. On ne peut pas critiquer, je crois, cet avis. Et quand ils disent par ailleurs, ce qui est leur métier, que tout ceci va largement modifier la profession médicale ou l'exercice de la profession médicale, parce que celui-ci consistait jusqu'à présent à soigner des patients et non pas du tout à offrir un service, ce qui rejoint les sujets du droit à l'enfant et autres, sur lesquels je partage alors tout à fait l'avis de Nicole, qui est que le droit à l'enfant n'existe pas, c'est une invention, une construction. Moi, je trouve que l'Académie de médecine fait son métier et j'écoute ce qu'elle dit et je le mêle à mes réflexions. Alors, je ferai juste quelques remarques brèves sur le débat qui est en cours au Parlement et dans le pays à ce sujet. Le premier, je trouve intéressant que Nicole ait relevé que ce sujet ravivait le clivage traditionnel droite-gauche, parce que c'est assez vrai dans la façon dont les partis politiques se sont alignés. Mais en réalité, je voudrais dire que c'est un sujet qui est un sujet de conscience. Ce n'est pas un sujet politicien. Ça ne devrait pas être un sujet politicien. Il est politique au sens le plus noble du terme, dans la mesure où la politique est effectivement le droit de débattre de l'organisation de la cité, mais il ne devrait pas être politicien. C'est un problème qui a une dimension morale, une dimension philosophique, et bien entendu une dimension sociétale. Ça, c'est une première remarque. La seconde remarque que je veux faire, c'est sur la rapidité et l'accélération de l'évolution de la société sur ces sujets. Si vous y réfléchissez, l'autorisation parlementaire de l'interruption volontaire de grossesse par la loi Veil date, si ma mémoire est bonne, de 1975. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Il s'est passé une quarantaine d'années entre 1975 et 2013, date à laquelle a été votée la loi sur le mariage pour tous. Et après, l'accélération est encore plus marquée, puisque nous sommes en 2019 où nous parlons de la PMA, et quand parlera-t-on de la GPA? Car j'ai la conviction profonde pour ma part que la PMA, elle se situe sur le parcours du toboggan qui mène tout droit à la GPA. Donc, c'est une seconde remarque. Et la troisième remarque que je veux faire, c'est que le débat parlementaire s'est développé jusqu'à présent sans trop de vagues, ce qui est intéressant. Beaucoup moins de vagues et beaucoup moins de passion, me semble-t-il, que dans le débat d'il y a maintenant 5 ans sur le mariage pour tous, et qu'en fait, l'issue du débat ne fait absolument aucun doute. Je veux dire, il n'y a pas de suspense sur le débat. Tout le monde sait que le Parlement va autoriser la procréation médicalement assistée. L'opinion publique y est très majoritairement favorable. Je vois des chiffres de Ipsos, je crois, qui dit que 65% des gens sont favorables à la PMA pour des couples homosexuels et 68% pour des femmes célibataires. Donc les dés sont jetés, les carottes sont cuites, j'ai l'intention de dire, si c'est cela. Et en fait, deux
2 présidents de la République l'ont promise, M. Hollande l'avait promis, il n'a pas tenu sa promesse, mais son ancien collaborateur, M. Macron, l'a reprise et en a fait une partie intégrante de son programme présidentiel. Le parti majoritaire, La République En Marche, en a fait une partie intégrante aussi de son programme politique. Les partis de gauche, ils sont structurellement favorables, ça Nicole a parfaitement raison sur ce point, et au fond, ceux qui s'opposeraient à la PMA, comme ils se sont opposés au mariage pour tous, sont pour l'instant en déroute complète pour des raisons diverses et variées, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout les mêmes. Le Parti républicain a subi, bien entendu, et M. François-Xavier Bellamy, le premier, une déroute complète aux élections européennes. L'Église, en proie à ses problèmes sur la pédophilie, est complètement discréditée sur les problèmes familiaux et n'arrive même plus à se faire entendre, au point que l'Assemblée des évêques de France, finalement, a émis des bruits contradictoires sur la participation ou la non-participation à la manifestation du 6 octobre. Bref, il n'y a plus que des gens pour et il n'y a plus de gens contre. Donc, à mon avis, l'issue du débat est connue d'avance. La manif pour tous a perdu la bataille de 2013 et elle ne gagnera pas celle de 2019. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, un mot sur l'équation politique de cette affaire. Moi, je ne me sens pas en déroute. J'ai voté contre l'article 1. Donc là où vous avez tout à fait raison, François, c'est que je suis que ceux qui sont sur cette ligne d'opposition à la PMA sont profondément minoritaire. Faut que vous rappeliez ce qu'était l'article 1, Jean-Louis. Profondément. Comment? Faut que vous rappeliez ce qu'était l'article 1, parce que tout le monde n'a pas l'article 1, c'est l'article central. C'est carrément c'est l'extension de la PMA aux femmes seules, et aux couples aux couples de femmes. Donc, aux couples homosexuels. Donc, c'est l'aspect le plus fondamental de la loi. Et là, on est dans une situation minoritaire. Là où je me distinguerai un peu de l'analyse sur la droite et la gauche, je crois que même si l'Église est en grande difficulté, le clivage fondamental reste celui, en termes sociologiques, reste celui des cathos et des non-cathos. Ça me frappe, et c'est pas la droite-gauche. Par exemple, le Front National, le Rassemblement National, qui est une droite profondément païenne dans son esprit, qui d'ailleurs s'était pas du tout mobilisé, c'était l'époque de Monsieur Philippot, etc., qui ne s'était pas du tout mobilisé contre le mariage pour tous, qui n'avait pas du tout été associé à la manif pour tous, et très profondément divisé. LR, maintenant, on parle de Bellamy, mais Bellamy est très minoritaire. LR, ils sont plutôt favorables à cela. Et il y a des socialistes, je pense à mon collègue Potier, qui est un catholique de gauche extrêmement rigoureux sur les principes et sur l'appartenance à la gauche au nom d'une exigence évangélique, est effectivement très très réservé sur cette affaire. Donc je crois que le vrai clivage, ça reste ce bon vieux clivage entre les cathos et les non-cathos qui structurait la vie politique française depuis 1789 et qui la structure encore un peu. Nicole Niezotto. Oui, très rapidement. Est-ce que c'est une rupture anthropologique ? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la PMA qui crée, l'extension de la PMA qui crée cette rupture. Lucille l'a dit, on est dans une transition depuis une vingtaine d'années sur la famille, sur la parentalité. Donc là, c'est un épisode de plus, mais effectivement, ça mérite débat. Et moi, ce qui me navre un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la part du gouvernement une volonté d'accélérer les choses, alors que c'est quand même le débat serein qui pourrait pacifier cette histoire. Deuxièmement, je reviens sur le droit à l'enfant. Je suis contre cette histoire, que ce soit pour un homme ou pour une femme, et a fortiori pour un homme. Les hommes peuvent avoir des désirs d'enfant, mais c'est irréfutable qu'ils ne peuvent pas porter un enfant. La seule façon pour un homme d'avoir un enfant, c'est de prendre un ventre de femme. Alors, dans le mariage, le désir traditionnel, la famille traditionnelle, il l'épousait ou il vivait avec. Mais s'il y a un droit de l'homme à l'enfant, il est obligé de louer un corps de femme. Oui, c'est comme le droit de l'homme à l'avortement, c'est difficilement concevable. Exactement. Oui. Donc, la GPA que je refuse ne peut pas être la conséquence logique de la PMA. Et là, il faut être honnête. Je crois qu'effectivement, le débat tel qu'il est parti, et le dernier amendement que vous citiez, Jean-Louis, à l'Assemblée, fait qu'il y a une espèce de lien entre
entre PMA et GPA dans 10 ans. Et ça, c'est très dangereux, parce que moi qui suis contre la GPA, je pourrais être amenée à devenir plus réticente à la PMA si on me dit que c'est la première porte pour la GPA. Lucille Schmitt. Oui, moi j'écoutais François et je l'entendais parler sur l'Académie de médecine et on a aussi évoqué les partis politiques dans le débat. Et au fond, je me disais, toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la question de comment les institutions peuvent parler, que ce soit l'Académie de médecine ou les partis politiques, que ce soit les partis de droite ou les partis de gauche, de quelque chose qui relève à ce point, d'abord, sans doute, vous l'avez dit, d'une forme d'intimité et de parcours personnel et d'histoire familiale qui s'inscrivent dans la durée, et dans un moment où quand même on est dans une société qui se cherche lorsqu'il s'agit de ne pas être seulement une société d'individus qui affirment leurs différences. Donc moi je crois que cette question de ce qui relève de l'égalité des droits, mais qui ne soit pas seulement une égalité de reconnaissance de la différence pour demander l'égalité est quelque chose de fondamental par rapport à ce que nous sommes. Quel projet de société défendons-nous en commun, malgré ou à travers nos différences? Je pense que c'est quelque chose qui éclate à travers ce débat, d'une grande complexité aussi, je voudrais insister là-dessus, parce que s'y mêlent les questions de bioéthique, donc la question de la science et le sentiment que nous n'y comprenons pas forcément grand-chose. Je serais bien incapable d'expliquer exactement ce qui va se passer, pourquoi une PMA marche ou pas. Je termine là-dessus. Et par ailleurs, entre la complexité de la médecine, de la bioéthique, et la question de la complexité du comportement individuel, de ce que j'ai envie de faire à l'instant T, de ce que j'ai envie de faire à l'instant T2, il y a quelque chose aussi de différent. Je terminerai en disant une chose, c'est que éduquer, élever, ce n'est pas seulement vivre une histoire d'amour, et là se mêlent beaucoup de choses sur le fait que les sentiments sont là, donc on peut avoir un enfant. Certes, on peut avoir un enfant, mais le devoir d'éducation, je voudrais quand même parler excusez-moi d'être un peu réactionnaire, ça changera, la question du devoir d'éducation et de la manière dont les choses doivent se déployer, c'est important. On peut d'ailleurs éduquer un enfant à 2, à 3 ou à 4. On peut vivre aussi des histoires à 2, à 3 ou à 4. Là, je ne serai pas réactionnaire. Donc, il y a aussi un sujet sur, au fond, le cercle de ceux qui éduquent, le cercle de ceux qui s'aiment, qui est évoqué. La loi doit simplifier, mais nous sommes face à la réalité de choses extrêmement complexes. Je vous remercie. À 3. Ce trioliste est au bout de la proposition de Lucille. À 3, ça donne Stéphane Hessel. Il y a 3 hommes pour un coup de fin, on avait un... Je vous remercie. Nous sommes arrivés dans notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir en remerciant un de nos auditeurs, ou une de nos auditrices. Dominique est un prénom dont je ne devine pas s'il est masculin ou féminin. Dominique Devin, qui me fait savoir que le documentaire sur Bernanos que j'ai recommandé la semaine dernière en regrettant qu'il ne soit diffusé que par FR3 Hauts-de-France est en réalité diffusé sur France Télévisions, la rubrique France 3 Régions pendant 1 mois jusqu'au 30 octobre. On peut donc le voir. Et puis je voudrais recommander un livre dont je ne suis qu'aux 2 tiers, mais les 2 tiers c'est déjà 600 pages. C'est le livre de Julian Jackson sur De Gaulle, qui est d'abord, Hitchcock disait, ce qui fait le suspense, c'est qu'on connaît la fin. Eh bien, on connaît la fin en ce qui concerne le général de Gaulle, et le livre est un suspense absolument remarquable en ce sens que on se demande toujours comment Julian Jackson a trouvé que la fin est venue. Alors, il y a énormément de choses qui sont magnifiquement documentées. C'est écrit avec une fluidité remarquable et traduit avec une fluidité à la hauteur de l'original, mais un certain nombre de constantes reviennent. L'anglophobie, qui est absolument consubstantielle à la pensée du général, une méthode qui consiste à foncer dans l'art avec beaucoup d'agressivité, puis à revenir après en ayant l'air d'avoir fait des concessions, mais en ayant simplement changé de ton, une idée qui est que ce qui divise la société, ça n'est pas les républicains et les monarchistes, les démocrates et les antidémocrates, c'est ceux qui servent l'État et ceux qui se le desservent parce que ce sont leurs intérêts particuliers qui les commandent, et aussi c'est ce qui revient de manière constante, c'est une vision quasi mystique de la France et des méthodes qui sont extrêmement pragmatiques. On a toujours l'impression que le général a décidé que ça allait se faire et qu'il avait un plan qui était absolument, qu'il a tenu de A à Z. Pas du tout. Il en a eu 50 et ça ne le gênait pas. D'ailleurs, c'était sur ce plan un grand bergsonien. Et puis, il y a toujours un mot par-ci, un mot par-là. Alors, il y en a qu'on connaît déjà, mais il y en a d'autres que j'ai découverts, dont un qui est quand Jules Moche va l'accueillir au train après qu'il se soit retiré à Antibes quelques jours pour
réfléchir à sa démission ou à son non-démission en 1946. Il revient, il prévient Jules Moche qu'il a décidé de démissionner. Moche lui dit, vous pouviez pas faire ça maintenant, il fallait le faire soit quand vous avez rendu son honneur à la France, mais pas maintenant, vous avez tout un tas de choses en chantier, etc. Et De Gaulle le regarde et lui dit, ah oui, vous avez peut-être raison, mais enfin, on n'imagine pas Jeanne d'Arc retournant à Don Rémy, se mariant, ayant des enfants, et peut-être étant trompée par son mari. François Bujon de l'Étang, qui avait travaillé aussi avec le général de Gaulle. Oui, mais pas en 1946, si vous permettez. Ne me vieillissez pas davantage. Ça, c'est un coup, mais j'ai fait remarquer que c'est un coup très dur. Vous avez parcouru un arc considérable. Oui. Je vais lire ce livre, d'ailleurs, que je n'ai pas encore ouvert, mais dont j'ai déjà entendu du bien, en effet, Philippe. Donc, je voulais juste saluer la sortie dans la collection des dictionnaires amoureux d'un dictionnaire amoureux de la diplomatie. Enfin, chez Plomb, par conséquent, dont l'auteur est mon collègue et néanmoins ami, comme on dit, Daniel Joanneau, qui a eu une carrière d'ambassadeur très distinguée, qui a été aussi inspecteur général des postes diplomatiques et chef du protocole. Et c'est un livre très amusant pour tous ceux qui ont des idées toutes faites ou qui n'en ont pas vraiment sur un métier au fond extrêmement mal connu. Ce dictionnaire amoureux est très pédagogique sans être jamais ennuyeux. Il est plein de culture historique, il y mêle des anecdotes comme seul un chef du protocole qui a vécu, bien entendu, dans l'arrière des décors et dans les coulisses peut en connaître. Il comprend des entrées très diverses, très sérieuses, sur le congrès de Vienne, par exemple, plus distrayantes, sur Norpois, par exemple, qu'il faut quand même, dont quelques citations de Marcel Proust illustrent la nullité. Mais pour tous ceux qui pensent que la diplomatie, c'était, comme disait Monsieur Pompidou, le petit gâteau et la tasse de thé, tous ceux qui ont des idées préconçues aussi primaires que celle-là, feraient bien de lire le dictionnaire amoureux de la diplomatie qui montre un métier compliqué dans toutes ses dimensions, avec beaucoup de talent. Nicole Nisotto. Oui, moi j'avais parlé il y a quelques semaines du premier ouvrage de géopolitique collective de la rentrée, qui était l'état du monde sous la direction de Bertrand Badi. Là, je voudrais parler du deuxième ouvrage, le Ramsès traditionnel, le rapport annuel mondial sur les stratégies et les systèmes économiques, qui est le rapport de l'IFRI, paru chez Duno, sous la direction donc de Thierry de Montbrial et de Dominique David. Alors, ce numéro s'appelle Un monde sans boussole, qui dit bien ce que ça veut dire, mais ce que je trouve intéressant pour une fois, c'est qu'il y a un focus très important sur un sujet qu'on ne regarde pas assez, me semble-t-il, qui sont les évolutions en Amérique latine, dont on nous disait il y a quelques années que ce serait le prochain BRIC, enfin que ce serait le prochain Eldorado de la mondialisation économique, de la croissance, de la démocratie, et qui est en train de sombrer dans une espèce de spirale de corruption, de populisme, d'extrême droite. Et donc, ne serait-ce que pour cette partie-là, je trouve cette livraison très très intéressante. Merci Jean-Louis Bourlange. Oui, je pousse d'abord un cri d'indignation. J'ai été victime de Madame Hidalgo depuis des semaines, depuis des mois, parce qu'elle fait des travaux dans ma rue, la rue de Trévise, qui avait déjà été éprouvée. Alors j'ai été peu à peu bloqué par un incendie. J'ai été peu à peu bloqué dans mon quartier. C'était de plus en plus difficile d'en sortir. Et puis après, la rue a été interdite. Ma voiture a été séquestrée dans son parking pendant 5 jours sans que je puisse en sortir. Mon immeuble est animé de tremblements fréquents. Le téléphone est interrompu. Une alerte au gaz nouvelle, sans doute provoquée par les travaux, a eu lieu il y a quelques jours. Et je pense que la logique, c'est que l'immeuble explose le jour de la réélection de Madame Hidalgo. Donc je pourrais m'arrêter là. Mais comme vous le savez, Philippe, je suis d'une nature généreuse et miséricordieuse, et je voudrais donc quand même saluer une action heureuse de Madame Hidalgo, c'est l'aménagement et la réouverture de la Maison Balzac, rue Renoir, où je crois on a on a réaménagé très petit domicile de Balzac qui n'occupait que le premier étage. On a tout à fait, c'est un endroit merveilleux. On l'anime. Il y a actuellement une exposition sur Granville, le grand dessinateur Granville. Moi, j'ai appris les fables de La Fontaine dans un fablier illustré par Granville. Il y a des animations. Donc cet après-midi, il y aura une animation à partir des chansons de Béranger, Granville, Balzac, et toute cette affaire est réanimée. Et je tiens à rassurer ceux qui s'inquiètent de la situation matérielle de Balzac. Restent les deux sorties, l'une
pour les créanciers et l'autre, rue Berton, pour celui qui ne veut pas payer ses factures. Lucille Schmitt. Oui, moi, dans la continuité de notre débat sur la PMA, je voulais recommander un spectacle qui a lieu aux Ateliers Berthier du Théâtre de l'Odéon, qui s'appelle I Am Europe. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un vibrant plaidoyer pour le Parlement européen. C'est en fait un spectacle, comme on dit, de théâtre de la réalité, où une vingtaine de jeunes acteurs, danseurs, chanteurs absolument formidables racontent leur pérégrination en Europe, dans l'Europe, et parlent énormément de leurs histoires intimes, de leur sexualité et de leur relation à l'enfant. C'est un spectacle PMA. Je terminerai juste en disant une toute petite chose, une deuxième brève, c'est qu'il faut aussi, par rapport à ce que notre discussion sur Chirac, qui a montré combien vous étiez passionné par cet ancien président, relire tous les livres de Raphaël Baquet, qui a remarquablement suivi ce président à travers son histoire en 95, en 97, en 2002. Merci Relisons tout cela. Je vous rappelle que c'est Nicolas Tourneau qui assure l'animation et la vitalité de notre site, Benoît Carré qui s'occupe du compendium, Olivier Magloire qui a contribué à sa préparation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission aujourd'hui enregistrée par Ashley Tola. Et évidemment, je vous rappelle que 30 € de contribution mensuelle défiscalisée n'en font plus que 10 et qu'il vous suffit de vous rendre sur le site pour pouvoir nous soutenir matériellement, vous qui nous soutenez déjà moralement. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Esprit Public.